tête. Et puis c'est quoi cette odeur de désinfectant et de liquide biologique humain? Oh non, 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 non. Oh. J'ai une perfusion, des patchs sur le torse. Je suis sur un lit d'hôpital, dans un box des urgences. Pour couronner le tout, je suis en pyjama d'hôpital et j'ai le cul à l'air. Super. J'ai plus aucun effet personnel. Mon téléphone a dû être mis dans l'inventaire avec le reste. J'essaye de me lever, mais mon corps refuse de bouger. J'ai mal partout. J'ai la langue pâteuse. J'ai plus aucune idée de comment je suis arrivé ici. Juste ce terrible mal de crâne. Bon, j'espère au moins que celui-là, notre ami interne, nous le présentera correctement. Oh, j'ai carrément droit à la visite professorale. Alors, c'est un homme de 32 ans, sans antécédent médical, qui a été retrouvé inconscient après une chute dans une boîte de nuit, transporté par les pompiers vers 3h du matin. Oui. Il avait une plaie peu profonde du scalp qui a été suturée à son arrivée. C'est classique du vendredi soir. Je regarde leur badge. On est bien dans un CHU parisien. Je regarde leur visage. Ok, ça va, je connais personne. Et alors, qu'est-ce qu'il fait encore dans un lit d'hospitalisation des urgences depuis 3h du matin? Oui, alors il reprend à peine connaissance, là. Il a été réhydraté pendant la nuit et on attend encore les résultats toxicologiques. Il a l'air jeune. Il doit être à peine en train de commencer son tout premier semestre d'internat. Ça se sent rien que dans sa manière de présenter. Tout hésitant, tout en essayant de se garder une contenance. Ça me rappelle quelqu'un. Et vous n'oubliez rien? Oui, l'électrocardiogramme, il est... Mais on s'en fout de l'électrocardiogramme, il a 32 ans. J'ai bien entendu, chute avec traumatisme crânien et perte de connaissance, non? Il a de la chance de ne pas être déjà mort, votre patient. Oh là là. Encore un superbe spécimen de la dernière génération de dinosaures. L'apprentissage à la dure. De préférence avec humiliation en public, devant les collègues et devant le patient, ça rend toujours mieux. Oui, le scanner cérébral. Mon Dieu, on vous apprend plus les bases à la fac de médecine? L'examen neuro été normal, alors... Il s'approche de moi. Bon, jeune homme, on va vous faire un scanner de la tête pour être sûr que vous n'avez pas eu d'hématome intracrânien. Voire même autre chose qui aura causé votre chute, comme une tumeur cérébrale ou autre. Waouh, le tact. Dites, je me demandais, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Aïe, c'est l'heure de la honte intersidérale. Alors vous allez rire. En fait, je suis un confrère. Cocasse, non? Non, impossible. Je vais pas me ridiculiser. Ça va faire le tour des hôpitaux de Paris, cette histoire. Il a perdu l'audition aussi dans cette boîte de nuit, trop de boum boum dans les oreilles? Bon bah, c'est le moment de s'inventer une vie. Je suis comédien. Vous m'en direz tant. Comédien? Non mais n'importe quoi, moi. Pas une mauvaise idée, les analyses toxicologiques. Vous voyez quand vous voulez. Bon, vous restez là. Vous me complétez le dossier, vous demandez le scanner et puis le toffeur. C'est comme ça qu'on dit, hein, un toffeur. Vous me le foutez dans le couloir, il y a quand même des patients peu prioritaires. Ah, quel bordel aujourd'hui, je vous jure. L'interne se dirige vers l'ordinateur du box et ouvre mon dossier, dos à moi. J'ai jamais compris pourquoi les ordinateurs étaient placés comme ça aux urgences. Le médecin parle à son patient en lui tournant le dos, sans le regarder. Mais même sans voir son visage, le malaise est palpable. Je le sens bien agacé de ne pas avoir réussi l'épreuve de la présentation de dossier pendant la visite. J'ai envie de lui dire que c'est normal, qu'on est tous passés par là, qu'on a tous eu des chefs comme le sien, qui attendent qu'on ait la même expérience qu'eux alors qu'ils font ce métier depuis 40 ans. En plus, là, on est encore début novembre, juste après la rentrée des internes. Et l'arrivée dans l'internat, c'est simple pour personne. Les 6 premières années d'études de médecine, c'est comme si on était mis dans un avion. Dans l'habitacle, on observe les autres passagers, tendus. Ça va les gars? Et puis l'avion accélère et décolle, et ne cesse de prendre de l'altitude. Plus on monte, et plus on sent l'excitation. Mais
y a aussi notre estomac qui se serre. Mais on est toujours en sécurité. On ne prend aucun risque. On est responsable de rien. Mais le problème, et on le sait depuis le début, c'est qu'à un moment, quand arrive l'heure de commencer l'internat, de manière inéluctable, la porte de l'avion va s'ouvrir. L'air s'engouffre alors brutalement dans l'habitacle. On vérifie une dernière fois que notre parachute est bien attaché. On passe une tête dehors, on se met au bord en évitant soigneusement de regarder en bas, et puis... Putain, bordel! Chier! Novembre 2013. Je suis dans ma voiture, de retour chez moi. Je viens de finir ma 3e semaine d'internat. Là, sur le périphérique parisien, personne ne peut m'entendre. Alors je crie et j'évacue tout. Et ça me fait du bien. Je reviens d'une astreinte du samedi. J'étais censé faire la visite et rentrer chez moi à 14h. Mais là, il est 20h. Ce matin-là, on fait le tour des patients du service. Devant une des chambres, une dizaine de membres de la famille attendent, les yeux rougis par les larmes. On franchit la porte et à l'intérieur, un patient au teint gris, qui n'a même plus la force d'ouvrir les yeux et qui respire très difficilement. Ma senior s'adresse à l'étudiante avec un enthousiasme débordant. « Ah, super! Tu vois l'externe? Ça là, ça s'appelle un gasping. Ça veut dire qu'il va bientôt mourir. » En sortant de la chambre, elle esquive la famille et me dit « Bon, je vais au bloc avec l'externe et toi tu gères ce patient et le reste du service. » Mais je sais pas gérer une fin de vie, moi. Enfin, si, j'ai encore en tête le cours fin de vie et soins palliatifs, mais j'ai jamais pratiqué. Et encore moins en gérant tout un service à côté. Alors elle me laisse là, seule, face à cet homme qui est en train de mourir. Sa famille commence déjà à se plaindre, qu'il est en train de souffrir, qu'il faut faire quelque chose. Sa famille qui ne comprend pas pourquoi c'est un gamin de 20 ans qui gère ses dernières heures. Les infirmières qui me demandent des prescriptions pour les autres patients. Les 6 sorties à terminer. Les comptes rendus hospitaliers à taper. Et cet homme qui meurt à petit feu et qui voudrait qu'on l'achève. Et qui souffre à cause de mon manque d'expérience. Heure du décès, 19h32. La famille est soulagée et elle n'imaginera jamais à quel point moi aussi. L'internat est déjà éprouvant pour tout le monde. Mais en chirurgie, on change carrément d'univers. À la fac, on nous apprend ni les techniques opératoires, ni la gestion des complications, ni les codes du bloc, ni le nom de tous ces instruments sur la table opératoire. Il faut apprendre rapidement pour devenir très vite opérationnel. Alors je crie. Parce qu'à l'hôpital, tout ce que je peux faire, c'est la fermer et mesurer l'étendue de mon ignorance. L'internat, c'est comme une sorte de grande odyssée, particulièrement houleuse. On rencontre sur notre chemin toutes sortes de visages. Certains particulièrement lumineux et inspirants, et d'autres plus sombres. Méduse, dans la mythologie grecque, c'est celle dont il ne faut jamais croiser le regard. On la reconnaît au serpent qu'elle arbore à la place des cheveux, mais surtout à ses yeux, qui transforment quiconque la regarde en pierre. La senior qui s'extasiait devant le signe clinique d'un patient mourant, c'était ma Méduse des hôpitaux. Une femme au teint pâle, aux cernes creusées, sèche, explosive. Elle était absolument incapable de pédagogie. Se contentait de me hurler dessus en guise de réponse quand je lui posais une question. De me faire comprendre que je ne serais jamais fait pour ce métier, qu'elle a pris un malin plaisir à me mystifier. Résultat, je me figeais. Je parlais moins. Je demandais moins. Je faisais semblant d'avoir compris. J'apprenais ailleurs, par l'écho interne, par des livres, par Internet. Un métier qui se transmet depuis des siècles par le compagnonnage. Ce lien unique est le meilleur moyen de transmettre un métier exigeant, basé sur la précision du geste, la rapidité, la capacité à décider dans l'incertitude, tout en évitant les erreurs. Mais rien n'impose l'humiliation
le mépris ou la peur. On apprend à subir silencieusement la mauvaise humeur de certains seniors, leur impatience, leur mauvais caractère, et surtout, à dire merci à la fin. Le jour de mon départ du service, elle m'a confié qu'elle aussi était empotée quand elle avait commencé, qu'elle ne cessait de se faire engueuler. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Tout compte fait avec le recul, je me dis que ça n'a pas dû être facile pour elle non plus. Elle devait faire partie des rares femmes à se lancer dans ce métier à une époque où on disait que la chirurgie, c'est pas un métier de gonzesse. J'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû vivre comme machisme et comme rabaissement permanent. Quelque chose dans son regard était brisé. Comme Méduse, elle était une menace, mais aussi une figure tragique, façonnée par un système violent, qui a survécu en se durcissant et qui, au lieu de briser la malédiction, l'a transmise en brutalisant des générations de jeunes internes. Elle a intégré cette violence comme une manière d'exister dans ce métier. Parce que pour tenir, il faut s'endurcir. Pour transmettre, il faut reproduire. Au point où la violence est devenue naturelle, banale, quelque chose qui fait partie du métier. Et des méduses, en réalité, il y en a dans la plupart des services de médecine en France. Femmes comme hommes, et même plus souvent des hommes. Des bancs de méduses partout. Maintenant, c'est évident. C'est la violence hiérarchique qui a été mon point de bascule et qui a achevé de briser mon amour pour ce métier. On y va? Ouais. Le teufeur dans le couloir, comme a dit l'ancêtre. Ouais. Alors vous commencez l'internat? Ça se voit tant que ça? Il est pas temps de votre chef. Ouais, ça. En même temps, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Pardon. Je vais vous mettre là, il y a de la place. Je fais la demande du scanner et on viendra vous chercher quand ils seront dispo, ok? Ouais. À tout à l'heure. Allô? Oui. Oui, non, pas encore. Désolé, oui. J'observe l'interne, évoluer dans son service, au milieu du chaos du couloir, où plusieurs brancards sont entassés. Il fait quoi, l'orthopédiste? Tu l'as appelé? Non, monsieur, j'ai pas encore eu le temps. Mais qu'est-ce que t'attends? L'interne, lui, il encaisse. Oui, madame, vous inquiétez pas. Je viens de les avoir au téléphone, on va pouvoir faire votre coronarographie d'une minute à l'autre. Et l'hôpital tourne en grande partie grâce à cette main-d'œuvre jeune, qualifiée, sous-payée, corvéable, tenue par la promesse qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. Josiane, pour le patient du box 9, tu peux lancer un bilan? NFS Yono, CRP, bilan hépatique. Et que tout cela aura valu le coup. Merci. Un jour, un co-interne plus âgé m'a donné un conseil. Quand on t'appelle, tu décroches. Et avant même que l'autre ait commencé à parler, tu lâches un « Allô ?» avec un air bien furieux. Comme ça, la personne au bout du fil, elle comprend tout de suite qu'il faut pas te faire chier avec ces conneries. Sur le moment, ça m'avait fait rire. Mais maintenant, je trouve ça glaçant. Le monde des CHU est un monde violent. En réalité, j'ai peut-être parfois, sans le vouloir, reproduit cette violence. Est-ce que le métier de soignant oblige à devenir comme ça? Violent? Abusif? Je demande à une aide-soignante mon téléphone. Elle revient avec un sac poubelle qui contient tout mon inventaire. J'allume mon téléphone et une 50aine de messages WhatsApp, 52 appels en absence, dont une 30aine rien que de Nina. Ok, je l'appelle. Allô? Ah, enfin. Tu sais qu'ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer avec les copains? Ça va? Ils t'ont suturé? Ils vont encore te garder longtemps? Ouais, ça va. Ça va, j'attends un scan cérébral, là. Ah, ok. On s'en doutait. Bon, j'espère que ça va aller. Tu me dis dès que t'en sais plus? Nous, on est dans le café à côté de l'hôpital. On t'attend, d'accord? Il est temps que j'en parle avec elle. Allez, Yass, prends ton courage à deux mains. Au fait, je voulais te dire... Ouais, t'inquiète pas. On en a discuté avec Théo, il m'a tout expliqué.
Peu importe tes choix, je te soutiendrai toujours. Je t'aime. Je t'aime. Courage. L'interne est de retour. Hop, on part au scan. Et c'est vous qui m'emmenez. Une place s'est libérée à la dernière minute. Et si j'attends les brancardiers un jour de week-end, vous serez là-bas demain au plus tôt. On traverse les couloirs de l'hôpital. Ah, oh, pardon. Ouf, pardon. Il n'y a pas à dire, c'est un métier. Alors qu'on progresse calmement dans les couloirs, un samedi après-midi, je retrouve cette ambiance de l'hôpital vide pendant la garde, loin de l'effervescence de la semaine, loin de l'effusion des urgences. Tout fonctionne en effectif réduit. Pas de consultation, pas de chirurgie programmée. C'est calme, presque méditatif. Ouais, on arrive, gardez-nous la place. S'il n'y avait pas ce foutu DECT de l'interne qui sonnait toutes les 30 secondes. Dites, pensez vraiment qu'on va trouver quelque chose au scanner ? Il y a peu de chance, hein. Vous êtes jeune et en bonne santé. Mais vous savez, en médecine, faut jamais dire jamais. Vous en faites pas. Si on voit la moindre anomalie, je vous le dis dès que j'ai l'info. La moindre anomalie. Bon, faut que je retourne dans le service. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On arrive en radiologie. Bonjour monsieur, je vais vous laisser passer sur la table du scanner. Comme ça, allez-y. Faites attention, comme ça, voilà, très bien. Je vais vous parler par l'interphone, que s'il y a le moindre problème, vous me le dites, d'accord ? La porte se ferme. La moindre anomalie. Il comprenait pas comment je pouvais ressentir ça. Personne s'était jamais plaint de ça avant, donc c'était moi l'anomalie. Ça y est, on va enfin regarder à l'intérieur de mon cerveau. Vérifier si quelque chose cloche. Si le problème se situe là-haut. Une tumeur, une anomalie. Enfin, une explication. Il existe une probabilité non nulle qu'il y ait quelque chose dans ma tête. Quelque chose qui pousse, qui comprime. Et si c'était grave, vraiment grave, alors quoi ? Qu'est-ce qui resterait de ma vie là maintenant ? On bouge plus, on bloque la respiration, on tient, et on respire. Si je mourais bientôt, j'aurais plus rien à prouver à personne, ni à la hiérarchie, ni aux collègues, ni à mes parents, ni à Nina, ni à cette voix qui me répète depuis des années « T'as commencé, donc tu dois finir. T'as tenu si longtemps, donc tu peux pas reculer. T'as sacrifié trop de choses pour admettre que tu t'es peut-être trompé. » Ok, on recommence. Alors bloquez votre respiration. Respirez. Monsieur, faut pas oublier de respirer, hein. Mais allongé ici, avec la peur très simple de ne plus être là dans un an, il n'y a plus que cette idée. Si j'avais plus beaucoup de temps, je voudrais pas le passer en me laissant dicter ma vie par le jugement des autres. Si j'ai une tumeur, au moins, il y aura une explication. Une cause, un compte à rebours, quelque chose de net. Mais si j'ai rien, alors il faudra bien admettre que le problème n'est pas dans mon cerveau. Qu'il est dans ma vie. Et que je peux encore la changer. Cette fois-ci, c'est sûr, je m'en vais. J'interpelle une infirmière. Excusez-moi, vous savez si les résultats du scanner sont sortis ? Ah, ça, faut voir avec l'interne. Et ça tombe bien, il arrive dans ma direction. Mais au moment où il arrive tout près, Ah, monsieur l'interne, le seigneur débarque. j'ai besoin de ce box. Il est là pourquoi, votre patient au juste ? Il est venu pour fièvre et douleur testiculaire gauche, mais cliniquement ça ressemble pas à une torsion. Et l'échographie est normale, son bilan aussi. En dehors d'une élévation de la créate à 120. Tiens donc, un cas d'urologie. Ouais, bon, bah, c'est une infection. Évidemment que cliniquement, ça ne ressemble pas à une torsion. Vous me le mettez sous antibiotiques et vous me le faites sortir.
Vous allez m'en garder beaucoup des comme ça? Il est temps de couper la tête de Méduse. Pour éviter que d'autres deviennent Méduse à leur tour. Et vous oubliez rien? Les deux me regardent avec des yeux ronds. Pardon? Il a de la chance de ne pas être mort, votre patient. Attendez, parce que maintenant le teufeur fait la visite avec nous? Non. Le teufeur, il essaye juste de faire en sorte que votre interne, il apprenne pas que des conneries. Non, parce que tout le monde sait qu'une colique néphrétique, ça peut irradier dans les organes génitaux. Avec en plus de la fièvre, la question que vous auriez dû vous poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une pyélonéphrite obstructive? Son expression faciale oscille entre la surprise et l'agacement. Vous savez ce que je vois, moi? Je vois surtout un confrère qui nous a menti parce qu'il avait honte qu'on le retrouve dans cet état déplorable. Ouais, c'est vrai. J'ai eu honte. J'ai eu honte avant de me rendre compte que la honte de la profession, c'est pas moi, c'est vous, monsieur. Alors là, c'est la meilleure. À transmettre votre dégoût du métier, en mettant la pression sur vos internes et en les humiliant. Vous vous prenez pour qui pour me faire la leçon? Vous croyez qu'on forme les médecins comment? En les rassurant? En leur tenant la main? Quand on a la vie des gens entre les mains, on n'a pas le luxe de la fragilité. Et on n'a pas le luxe d'avoir des internes qui cachent leur vulnérabilité au prix de leur propre santé. Et c'est pas en les écrasant qu'ils vont mieux apprendre. Votre méthode, là, c'est la meilleure manière de les amener à faire semblant d'aller bien. Jusqu'au jour où ils se brisent. Et ça finit par tuer des gens. Vous savez, on ne se plaignait pas à mon époque. On enchaînait 48 heures de garde et on se porte tous très bien aujourd'hui. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Vous devez faire un très mauvais médecin. Si être un bon médecin, c'est être comme vous, c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Ça vous fait rire, vous? Faites-moi sortir cet idiot plus vite. Allô? Sauvé par le gong. Je le regarde me sourire et je me dis que les jeunes générations, elles, peuvent encore casser ce cycle de la violence. Derrière mon brancard, à quelques dizaines de mètres, il y a la porte d'entrée des urgences. Quand elle s'ouvre, j'entends de drôles de sons à l'extérieur. Puis plus rien quand elle se ferme. Mais c'est les copains. Les cons. Au fait, votre scanner est normal, j'ai déjà signé votre sortie. Vous allez pouvoir rejoindre vos amis et puis rentrer chez vous. Je sais que ça arrive. La prochaine fois, tirez moins sur la corde. D'accord. Prenez soin de vous. Vous aussi, surtout. Prenez soin de vous. Au revoir. Il me sourit avant d'entrer dans une chambre. J'attrape mon sac poubelle et me lève de mon brancard. J'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir 95 ans. Mais je commence à pouvoir bouger. Pas après pas, je traverse le chaos des urgences, sur mes deux pieds. Ah, il est vivant. Ça va, mon amour? Ah, tu nous as fait peur, mec. On a eu peur pour toi, là. Y a pas de raison, t'inquiète. Ça va? Y a rien de grave? T'es rétabli? On se casse d'ici Allez, au plus vite. Alors viens, on se casse. Allez. Alix me fixe, inquiète, puis s'approche. Yes, on va parler un peu. Nina se tourne vers moi et avec ses yeux, je sens qu'elle me dit « Vas-y ». Je voulais en prendre 5 minutes, les gars. On marche en silence jusqu'au jardin. Le ciel est couvert, mais ça fait du bien de respirer de l'air frais. Alix me regarde avec son regard d'Alix. Alix, comme Théo et Johan, je la connais depuis la fac. On faisait partie de la joyeuse bande de la fanfare. Elle a toujours incarné l'improbable mélange d'élégance naturelle et de goût prononcé pour le loufoque. Après les concours de médecine, elle a choisi de devenir psychiatre. Moi, j'ai voulu disséquer les corps, elle, les esprits. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas à l'aise à l'idée de lui parler.
Avec ses longs silences et son regard perçant, j'ai toujours l'impression qu'elle m'analyse. Alors, tu fais quoi? Tu viens? Je suis contente de te voir. T'es pas trop dispo en ce moment, non? Comment ça s'est passé ta reprise? En un mot, catastrophique. Moi, je vais être plutôt cash avec toi. Franchement, je suis inquiète. Je te sens plus vraiment là ces derniers temps. Et je me demande si tu fais pas un burn-out, un épuisement professionnel. Ça te fait marrer, mais je te parle sérieusement en tant qu'amie. Et toi aussi, tu t'y mets, quoi. Un burn-out. Burn-out, c'est pour les gens qui ont vraiment beaucoup travaillé, qui se sont donnés à fond, qui se sont trop donnés. Moi, j'ai l'impression que c'était pas le cas. Tu t'es pas trop donné, toi? Non, pas assez. Non, j'ai donné moins que les autres. Et pour autant, je me suis épuisé plus que les autres. Mais là, il y a un truc qui va pas. Là, tu te compares aux autres, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est toi. Toi avec toi-même. C'est notre quotidien en tant que médecin de se comparer depuis le début de nos études jusqu'à la fin de notre carrière. On passe notre temps perpétuellement à se comparer. Donc oui, évidemment, je me compare avec mes collègues. Et mes collègues, personne n'a fait de burn-out. Alors pourquoi moi, je ferais un burn-out? Mais attends, faut revenir sur un truc là. C'est vrai qu'on se compare. C'est vrai que la médecine aujourd'hui est faite pour qu'on se compare aux autres, pour qu'on se dise toujours qu'il faut faire plus, que le bateau coule, mais que c'est encore à nous d'écoper, que le voisin a fait ci, que le collègue a fait ça, et nous, pourquoi est-ce qu'on ferait pas plus? Ok. Mais c'est quoi être un bon médecin? Être un bon médecin, c'est être quelqu'un qui tient déjà, qui tient par rapport à toutes ces choses là qui nous tombent dessus. C'est quelqu'un qui est capable de tenir face à l'adversité, face au stress, face aux innombrables patients. Enfin, les gens, ils tiennent. Moi, je tiens pas. Toi, t'as fait médecine pour tenir face au stress. Non, j'ai fait médecine pour soigner des gens. Ouais. Moi non plus, j'ai pas fait médecine pour tenir. Personne ne fait ça, en fait. Alors comment est-ce qu'on soigne bien des gens? En étant présent, déjà, humainement, à la rencontre qu'est le soin. Mais toi, tu t'es senti humain en ce moment? Je commence à sentir que mon humanité s'effrite, ouais. Et ça me pose un sérieux problème. Parce que j'ai pas fait ce métier pour me déshumaniser. Bah, ça me fait plaisir que tu te rendes un peu compte parce que moi, c'était ces derniers temps, c'est vrai que le Yass que je côtoie, c'est pas le Yass des années passées. Quand tu nous en parlais, en tout cas au début, t'avais cette passion dans les yeux, à nous raconter des heures de bloc. Enfin, c'était... Moi, ça me prenait, tu vois. J'étais avec toi, j'avais envie de vivre tes journées. T'étais tellement heureux. Et puis là, sur les derniers mois, sur les derniers semestres, tu racontes ça avec beaucoup plus de froideur, de cynisme. Et c'est comme si la flamme qui te caractérise était complètement étouffée. Et quoi, c'est ça qui te fait dire que je fais un burn-out? Entre autres, oui. Je te sens vide, je te sens plus là. Et donc je fais un burn-out? C'est ma question. Je t'en parle en tant qu'amie, hein. Parce que je m'inquiète. Bon, écoute, je suis pas psychiatre, mais je sais que c'est pas un burn-out. Ok. T'es pas en burn-out. Ok. Rien à voir, mais du coup, est-ce que je peux te demander un avis sur un patient que j'ai qui me questionne? L'avis d'un collègue. Un avis de moi? Ouais, de toi, Yass. Si tu veux. Ouais. C'est un patient d'une 30aine d'années. Il est très impliqué au travail. Il a l'impression d'être épuisé. Il se sent en permanence stressé, irritable. Il a bien sûr une mauvaise image de lui. Il m'a dit oui, que son travail lui pompait toute son énergie et toute son humanité. Il veut pas craquer parce qu'il a l'impression qu'il est le seul à être vulnérable. Alors du coup, il serre les dents. Il compense. Il compense en sortie, avec l'alcool. Bien sûr, il n'en parle pas à ses amis, pas à sa famille. Tu penses que c'est quoi, toi?
Un burn-out. J'ai pas entendu. Un burn-out. Quoi? Un burn-out. Et ton conseil pour lui, ça serait quoi? De prendre de la distance. Se barrer. Ouais. Pourquoi? Pour essayer de comprendre qui il est quand il n'est pas médecin. Et de comprendre qui il est dans ce métier et en dehors de ce métier. C'est marrant parce que je t'ai pas donné son métier, mais t'as tout de suite deviné qu'il était médecin. Effectivement, je pense qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, pour retrouver qui il est, raviver la flamme. Et toi, Yas, t'es qui? Alors qu'on rentre ensemble dans l'hôpital pour rejoindre les autres, quelque chose se libère en moi. Je retrouve progressivement les sensations de mon corps. Mais d'un coup, le sol se met à tanguer. Et puis sans prévenir, le couloir change. Les néons se déforment et deviennent des lampes de pont. Les portes ne sont plus des portes, ce sont des cabines. Les soignants passent et leurs blouses ressemblent maintenant à des uniformes de marins. Les patients sont devenus des passagers, de joyeux voyageurs, des valises plein les bras. Je m'arrête près d'une fenêtre. Dehors, c'est pas la ville, c'est l'océan. À mes pieds, l'eau s'infiltre de plus en plus et de jeunes marins s'efforcent d'écoper, avec une volonté qui force l'admiration. J'essaye d'avancer, mais quelque chose me retient. Une armure trop lourde, trop rigide. Une seconde peau devenue trop étroite. À chaque foulée, je sens comme une oppression dans la poitrine. Mais en prenant une grande inspiration, l'armure craque, au niveau du sternum. Puis une autre, dans mon dos. Comme de la glace qu'on fracture à petits coups et qui commence enfin à céder. Un éclat tombe à mes pieds. Puis un autre. Et d'un coup, tout cède. Partout, au sol, des éclats sombres, brillants, coupants. Tout ce que j'avais fabriqué pour avoir l'air solide, pour avoir l'air à ma place, pour donner l'illusion que rien ne m'atteignait. Mon corps s'allège. Je sens l'air qui entre mieux dans mes poumons. Alors je me mets à courir. Me voilà plus léger. Je commence à courir de plus en plus vite. La passerelle est sur le point de se lever. Alors je cours. Me voilà sur le quai, sur la terre ferme. Le coucher de soleil est magnifique. Je regarde ce gigantesque paquebot partir sans moi. Le vent et l'écume me caressent le visage. Je repense à mes parents. Je ne leur en veux pas. Au contraire. Je sais qu'ils n'ont voulu que mon bien. Pour ça, ils ont tout mon amour et toute ma reconnaissance. À présent, il est temps que j'apprenne aussi à leur ouvrir mon cœur, à eux et à tous ceux que j'aime. Et après, est-ce que j'irai pas explorer d'autres horizons? Peut-être que je retrouverai le bonheur de soigner. Ou peut-être que je me lancerai dans une nouvelle vie, à corps perdu. La vie est faite de plusieurs chapitres. Et je sais maintenant que quoi qu'il arrive, j'aurais pas fait tout ça pour rien. Et puis, quitte à être une anomalie, je vais m'anomaliser à fond. Et ensuite, quand je serai enfin prêt à m'exprimer, je raconterai mon histoire.
Médecins malgré moi est un podcast imaginé, écrit et réalisé avec beaucoup d'amour par Yacine Belladj et Samuel Just. Samuel est à l'origine du minutieux travail d'orfèvre que représentent le montage, le mixage et l'habillage sonore. Lucie Réjas est la conceptrice graphique à l'origine de l'identité visuelle du podcast. Un grand merci aux comédiens géniaux qui nous ont prêté leur voix pour cet épisode, Jean-Michel Flavini et Théo Benoît de Coignac. Bien sûr, merci à Alix Morel pour sa participation et son soutien, ainsi qu'à Nina Zeller, Théo Timgault, Sarah Wagner, Sylvie Ginja, Chloé Ponce-Voiron, Nicolas Viellet et Aurélien Leleu pour leur aide à la production de cet épisode. Toute notre gratitude à nos généreux mécènes et tout particulièrement à Oumama Badarani, Victor Basset, Valérie Buffon, Léo Cornec, Sylvie Ginja, Adrien Isidorzik et Nicolas Merzo. C'était le dernier épisode de Médecins malgré moi, une production du collectif Cinématéria. Si vous avez aimé notre série, vous pouvez encore nous soutenir et pirater l'algorithme en nous mettant 5 étoiles partout avec un commentaire plein de tendresse, sans oublier de partager autour de vous et sur les réseaux. Je dédie personnellement ce podcast à mes parents, Karim et Hanan, à ma femme Nina et à mes amis, qui sont une source inépuisable d'amour, de soutien, de réflexion et de prise de conscience. De mon côté, je tenais à remercier plus particulièrement mes amis, mes parents et ma sœur, les premiers auditeurs et auditrices des différentes versions du podcast qui ont su nous aider à l'améliorer et nous apporter leurs conseils pour arriver à cette version que vous avez pu écouter. Je voudrais également avoir une pensée pour tous ces jeunes bacheliers qui, comme je l'ai été à l'époque, sont perdus dans leur parcours et peuvent se retrouver dans cette spirale de doute, de démotivation et de perte de confiance en soi, à tenter des choses en se disant « on verra bien plus tard ». Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver votre voie, celle qui, comme Johan, vous donnera envie de vous lever le matin. Du fond du cœur, nous dédions ce podcast à tous les soignants en souffrance, avec une pensée spéciale pour ceux qui n'ont malheureusement pas trouvé d'autre issue que de se donner la mort. Enfin, tout notre soutien va au personnel médical et paramédical de certaines régions du monde qui exercent à l'heure où nous écrivons ces lignes dans des conditions inhumaines, au péril de leur vie, pris parfois pour cible et qui n'ont, hélas, pas le privilège de se permettre de réfléchir au sens de leur métier.